tous les organisateurs. Moi, c'est Pacifique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur full stack, mais je suis retraité en front-end. Donc, je préfère me définir comme un développeur back-end maintenant. Et je suis congolais, j'habite à Kigali. Et aujourd'hui, je vais, euh, je vais présenter une session qui porte sur la contribution en open source. Pourquoi est-ce qu'il faut contribuer sur ces projets, comment s'y prendre pratiquement. Et ça va être vraiment... Le but, ce serait de vous montrer des étapes simples pour que chacun, peut-être à partir de demain, si vous avez du temps, parce qu'on va voir aussi les contraintes que ça vient avec. Si vous avez le temps de contribuer, ça serait intéressant. Et, sans pour autant tarder, laissez-moi présenter. Enter screen. Yes. OK. Est-ce que vous voyez mon écran là-bas? Non, pas encore. Il y a plus de... Yes. Yes, we can OK. see. Great. So, sur la session d'aujourd'hui, en fait, les trucs, les contenus, c'est en anglais, mais je vais expliquer en français. Donc, on va parler de l'open source en général. Je vais parcourir le Fly, que nous puissions avoir une session où on peut faire un peu de pratique. Et la première partie, ça sera un peu d'introduction. C'est quoi de l'open source? Pourquoi est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi je m'en foutrais? Mhm. Et voir quelques success stories et aussi quelques misconceptions. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a beaucoup de misconceptions autour de l'open source. On va essayer de parcourir ça ensemble. So, d'abord, en français, vraiment facile. Un open source, c'est un projet qui est ouvert à la contribution de tout le monde et à l'utilisation de tout le monde. Ça veut dire un projet open source peut être utilisé par tout le monde. Tu peux contribuer à ces projets open source et tu peux aussi le distribuer à ta manière. Et en parlant de open source, il y a beaucoup de quand je parle de l'open source, je me demande toujours qu'est-ce que ce serait le monde d'aujourd'hui, le monde du développement aujourd'hui s'il n'y avait pas d'open source, par exemple. J'imagine que nous serions peut-être, en tout cas, pas moins de 20 ou 10 ans en arrière par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, parce que presque toutes les technologies que nous utilisons aujourd'hui ont été développées en open source. Et travailler dans des open source, c'est aussi une manière de give back to the community. Et aussi la sensation de te dire que ma contribution va impacter peut-être plus tard dans le futur. Et imaginez des projets comme celui-ci, le projet Linux. C'est un projet qui je dirais même que c'est vraiment la fondation même de notre monde de développement aujourd'hui. Et c'est les projets open source par excellence, dans le sens où, pour ceux qui connaissent un peu de l'histoire, euh, vous voyez à l'époque quand les Windows venaient avec leur, operating, euh, comment est-ce qu'on, leur système d'exploitation. Avant, c'était payant, genre tu dois payer le PC et tu dois aussi payer la licence pour le software. Et puis un monsieur, Linus, il est venu, il a dit, bon, pourquoi payer pour ces trucs? Il a mis en place un système d'exploitation qui est, donc, je dirais, c'est une famille de systèmes d'exploitation qui sont basés sur le même kernel de Unix. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup d'autres systèmes d'exploitation ont été développés sur base de ça. Il y a eu beaucoup de distributions, des distros de Linux, il y a eu le Mac et beaucoup de systèmes, par exemple, le Git est né grâce à tout ça. Donc, vous imaginez que si le monsieur-là n'avait pas mis son truc en open source, c'est sûr que lui-même ne pouvait pas arriver à contribuer jusqu'à avoir un système qui est aussi vaste que l'écosystème
qu'on connaît aujourd'hui comme Linux, Git et tous les autres projets open source. Donc, en parlant des success stories, j'ai parlé de Linux, il y a eu tout ce qu'on connaît en tout cas, Linux, il y a Git, il y a le React et tout ça. En général, ce sont des projets qui commencent genre, tu as une idée, tu la commences chez toi, tu commences à travailler sur ça. Et à un moment donné, tu sens que ça peut devenir quelque chose de grand. Et tu décides, par exemple, de faire participer d'autres personnes dans la construction de ces projets-là. Et chacun vient avec ses idées et ses contributions jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui euh, tous ces frameworks, tous ces langages que nous utilisons aujourd'hui qui sont en open source. Je vais donner les exemples de React, il y a Kotlin, il y a Node, tous ces projets sont open source. Et théoriquement, tout le monde peut contribuer sur ces projets. Et c'est ça même c'est ça même la force de l'open source. Et en parlant de quelques misconceptions, beaucoup de gens pensent, même moi personnellement, quand je voulais commencer à contribuer dans des projets open source, je pensais que c'était des trucs vraiment très complexes et il faut être vraiment un 10x ingénieur pour contribuer dans un projet open source. Mais la réalité, c'est que contribuer dans un projet open source, généralement, vous allez voir que ça ne demande même pas. Like 80% des issues que vous allez trouver dans des projets open source, ça ne sera pas des issues du genre expert level issues. Il y a toujours des issues genre, imaginez que dans la documentation de Node.js, ils ont mal écrit un mot, par exemple, et tu peux venir, tu dis, je vais ouvrir un issue pour fixer ces typos, par exemple. C'est une contribution open source. Et l'avantage de ces projets open source, c'est que c'est la somme de toutes ces petites contributions-là qui font qu'aujourd'hui, nous avons un écosystème qui est vraiment très vaste. Et il y a eu des milliers et des milliers de héros dans l'ombre. Peut-être qu'il a seulement changé, il a seulement, c'est pas, changé une phrase dans la documentation et ça a rendu la documentation plus claire, peut-être. Peut-être il a seulement update les packages qui étaient obsolètes, par exemple, et ça a rendu le projet peut-être plus rapide, et ainsi de suite. Donc, pour contribuer, ça ne demande pas d'avoir vraiment des skills énormes. Bien sûr, il y a des niveaux où tu en auras besoin, mais dans la plupart des cas, vous allez trouver que ça ne demande pas vraiment assez. Juste le minimum et aussi la volonté. On va voir plus tard comment mettre ça en pratique et comment est-ce qu'on peut contribuer. Et il y a aussi toujours la community culture. Like, quand tu es dans une communauté, en tout cas, it humbles you. Like, ça t'humilie. C'est pas humilié, mais quand tu vois les contributions que tout le monde a déjà fait dans le passé, tu vois la quantité de travail qui a déjà été fait, tu te rends compte que au final, peut-être tu ne connais pas grand-chose. Donc, tu es dans une communauté qui est tellement diversifiée que il faut à un moment donné être humble et être ouvert aux critiques, être ouvert au feedback de la communauté. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas acceptable, être réceptif aux critiques et tout ça, et savoir communiquer avec des gens qui viennent de cultures différentes. C'est très important pour maximiser ta chance de réussir dans l'open source. Et on va directement passer à quelque chose de plus intéressant. Comment contribuer sur des projets pratiquement? Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Il y a toujours, en tout cas, je pense que il y a de la place pour tout le monde, selon ce que j'ai vu. Il y a des milliers et des milliers de projets qui ont besoin de contributeurs. Et comment est-ce que tu trouves tes projets qui est propre pour toi? Euh, Tout dépend d'abord de l'intérêt que tu as. Parce que je me dis qu'un développeur JavaScript, il va s'orienter dans la communauté JavaScript. Un développeur Rust, il va faire un peu plus de Rust. Et il faut d'abord savoir où est ton centre d'intérêt avant de commencer à contribuer.
l'erreur que la plupart des gens, quand on commence dans l'open source, qu'on fait, c'est que tu te rends compte qu'il y a des milliers de projets très attractifs et tu commences à toucher à gauche, à droite, à toucher à gauche, à droite. Et à la fin de la journée, tu te rends compte que tu es presque éparpillé partout et tes efforts ne sont pas concentrés dans un seul projet. Donc, trouver un centre d'intérêt d'abord, c'est très important. Savoir aussi ce que tu cherches. Est-ce que tu veux utiliser ces opportunités comme pour booster ta carrière? Est-ce que tu comptes le faire à temps partiel? Est-ce que tu comptes le faire comme un hobby du samedi ou du dimanche? À toi de savoir quels sont les projets qui matchent vraiment tes intérêts. Par exemple, moi, j'aime beaucoup jouer aux jeux d'échecs. Et récemment, je suis tombé sur un projet open source qui, qui fait une plateforme web pour jouer les jeux d'échecs en ligne. Du fait que j'aime le truc, j'ai commencé à contribuer sur ce projet-là parce que ça me plaît aussi. Et il y a aussi ce qu'on appelle des plateformes pour open source developers. Il y a beaucoup de plateformes qui vous permettent de chercher les bons projets. Bon, bien sûr, les meilleurs endroits, c'est GitLab et Bitbucket, par exemple. Mais il y a aussi des sites qui vous permettent de faire le browsing des open source. Like, il y a des sites qui ont comme un dashboard où tu peux choisir un projet. Et je vais vous montrer ça plus tard. Et certains sites même vous payent pour vos contributions open source et ça vous rank, ça vous classe en fonction de votre réputation dans ces projets open source. On va voir ça plus tard. Il y a aussi ce qui est très important, c'est le troisième point ici, les project self. C'est très important parce que vous allez voir, il y a des projets open source qui ne sont pas maintenus. Je vais vous montrer des exemples personnels que j'ai eus. Ça ne sert à rien de passer des heures à essayer de fixer un issue alors que le projet lui-même, par exemple, il n'est pas maintenu. Ou bien les gens ne sont pas actifs sur ce projet. Il faut toujours voir quelle est la fréquence des réponses dans ces projets open source. Est-ce que la communauté est réceptive aux critiques des nouveaux venus? Est-ce que les pull requests ont la chance d'être merged après quelle période environ? Est-ce que les gens est-ce que la culture de ce projet, les gens sont respectueux? Est-ce qu'il n'y a pas des histoires? Il y a aussi des communautés entre guillemets racistes. On peut pas ignorer ça. Donc, quand tu arrives sur un projet open source, essaie de lire les issues, essaie de lire les discussions qu'il y a sur ce projet, essaie d'interagir avec la communauté pour sentir si si dans ce projet tu seras la bienvenue, si c'est une place qui est pour toi, par exemple. Il y a aussi l'autre point très important, c'est la licence. Chaque projet open source est- est- vient avec une licence. Et certains projets vous disent, dans certains projets open source, donc certains projets open source peuvent être utilisés à des fins commerciales. Vous devez être d'accord à cela. Si vous êtes d'accord à vendre vos contributions pour des fins commerciales, si ça ne vous va pas, ou bien c'est le projet, si le projet est à caractère commercial et que ça ne vous va pas, ça ne sert à rien de continuer. Il faut toujours faire attention à la licence du projet et être sûr que vous êtes, à, vous êtes, au bon endroit. Et pour contribuer, généralement, on conseille aux gens de commencer avec des petits issues, like des petites contributions. Et la plupart de ces contributions ont des labels du genre Good First Issues ou Documentations, ce genre de petits issues qui ne demandent pas beaucoup de trucs. L'avantage à commencer avec ces petits issues, ça vous permet d'abord de comprendre la structure du projet pendant que vous y travaillez. Et si on dit que c'est un Good First Issue, ça veut dire que en général, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps pour fixer ça. Et si vous êtes nouveau, ça va vous permettre aussi de faire le setup du projet en local. Il faut forquer le projet, il faut voir comment ça marche et peut-être faire ton premier pull request. Généralement, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps si c'est un good first issue. Et si avec le premier issue que vous avez fixé, vous vous sentez mieux à la place dans ce projet-là, vous pouvez continuer à contribuer.
Contrairement aux autres issues qui ne sont pas good first issues, ça peut vous prendre beaucoup d'heures en train de debug, en train d'essayer de trouver des solutions à ces issues-là. Et puis à la fin, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas le projet, ou bien vous n'êtes pas capable, ou bien ce n'est pas un bon fit pour votre skills. Donc, c'est toujours mieux de commencer par des petits issues, des petites contributions, et petit à petit prendre des responsabilités dans le projet. So, maintenant, une fois que vous avez trouvé un projet où vous allez contribuer et que vous vous sentez à l'aise, c'est toujours important de comprendre comment est-ce que les contributions, ça se passe dans ce projet-là. Et chaque projet, il a ses guidelines. Donc, vous allez voir, on va voir ça plus tard quand on va faire la partie pratique. Vous allez voir que dans chaque projet, il y a généralement les code of conduct et les guidelines sur comment contribuer. Et là, on va vous dire, par exemple, si vous voulez ouvrir un issue, c'est comme ça qu'il faut procéder. Si vous voulez faire un pull request, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez faire un future request, voilà les templates qu'il faut utiliser. Si vous voulez écrire un commit, il y a un format. Généralement, la plupart des open source, ils ont des formats qu'il faut respecter pour que votre PR puisse passer. Et dans la plupart des projets open source, vous imaginez que comme tout le monde a accès à ces projets-là, ils ont besoin des governance. Ils ont besoin des gens pour gouverner le projet. Et généralement, ça sera l'équipe. Il y a deux niveaux de governance. Il y a les core team members, et généralement, ils sont payés pour travailler sur ce projet open source. Par exemple, un projet comme Node.js, ils ont un core team member. Ils ont un core team. Des gens qui sont engagés par l'organisation Node.js et qui sont généralement aussi payés pour travailler sur ces projets. Et puis, en dessous, il y aura les maintainers. On va dire les maintenanciers. Ce sont eux qui sont chargés à voir les nouveaux issues qui sont créés et à décider si ça vaut la peine de travailler sur cet issue, parce que c'est pas tous les issues que nous allons créer dans un projet open source qui seront traités, parce qu'il peut arriver que quelqu'un a créé un issue et que ça ne parle et que ça ne figure pas dans le roadmap du projet. Les maintenanciers peuvent respectfully dire aux gens, non, cet issue-ci ça ne fait pas partie de nos objectifs pour le moment, et ils vont close ça. Ils vont aussi se charger à review les PRs. Si quelqu'un ouvre un pull request, ce sont eux qui vont review ça, ils vont tester ça, ils vont faire des feedbacks s'il y en a. Ils vont aussi se charger à faire des histoires comme les releases et tout ça. Ça, c'est le travail des maintainers. Et puis, en dessous des maintenance, vous avez maintenant les contributeurs. Et là, c'est tout le monde qui peut venir. En général, tout le monde peut créer un nouveau pull request. Chacun peut fork le projet. Les projets open source, généralement, c'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que si tu peux aller sur GitHub, on va le voir. Tu peux forker le projet, commencer à y travailler, faire ton pull request. Ça, c'est la responsabilité du contributor. Et généralement, il faut faire quoi? Il faut faire un setup du projet localement sur ta machine et être capable de run le projet sur ta machine. Et bien sûr, il faut être familier, il faut connaître les outils comme Git pour les version control, et savoir des trucs comme la plupart des projets open source, ils ont vraiment des très bons des workflows qui sont très stricts. Genre, tu peux pas faire un git merge parce que ça va peut-être abîmer l'historique du repository. Il faut savoir faire des trucs comme des rebase et tout ça. Et juste être juste outillé avec les trucs comme Git et savoir bien manipuler ça. Si par exemple, il y a un conflit, savoir fixer ça avec un rebase au lieu de faire beaucoup de merge et tout ça. C'est juste un skill à part qu'il faut avoir, à côté du skill technique que tu peux avoir. Par exemple, si c'est un langage de programmation, tu veux faire, tu veux contribuer en Java, tu veux contribuer en Ruby, avoir ce skill à côté du version control tools like Git. Et autre aussi,
dans la manière de communiquer, c'est très important. Être capable de recevoir les critiques des autres, être capable de participer aussi aux événements, parce que la plupart des communautés open source, ils peuvent avoir, par exemple, un weekly call, être capable de participer dans le weekly call. C'est dans ces genres de calls où on décide, par exemple, les, les roadmaps du projet. Ça te permet de savoir, de comprendre mieux le projet pour avoir un meilleur impact dans le projet. Et voilà, être ouvert au feedback, parce que, comme je vous ai dit, peut-être c'est un projet qui a commencé il y a 10 ans et toi, tu viens d'arriver aujourd'hui. Il y a forcément quelqu'un qui connaît ces projets très bien plus que toi, même si tu es un crack du code. Et s'il te fait un feedback, il faut être capable de recevoir ça et ne pas voir ça comme une critique personnelle. Et c'est très important parce que la manière dont vous interagissez avec les gens de la communauté, ça va être très important euh, pour décider si tu peux rester dans le projet ou pas. Donc, être ouvert d'esprit, savoir communiquer avec ces gens et savoir aussi faire des feedbacks si tu en as. Donc, tout ça sont des skills qu'il faut build au fil du temps, mais ça vient petit à petit. Juste en voyant la manière dont ils parlent dans leur hum, canal de communication normal, tu peux facilement voir aussi comment aborder les discussions, répondre au feedback, donner un feedback, et ainsi de suite. Et what's next? Yeah. So, la partie suivante, c'est comment est-ce que tu peux build la réputation. Pour build la réputation dans un projet open source, il faut vraiment être consistant. Et je ne sais pas si, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà essayé des open source ici. Moi, personnellement, quand je voulais, par exemple, contribuer au projet de Nest, ça m'a pris une affaire de 1 mois, juste pour comprendre le code base, comment ça marche et tout ça. Surtout que tu ne vas pas faire ça full-time au début. Peut-être que ça peut devenir une carrière plus tard, mais au début, ça ne sera pas vraiment full-time. Tu as un autre boulot à faire, tu as des études à faire, tu as tes occupations à part. Il faut être consistant. Genre, pas tu viens aujourd'hui, tu touches un peu sur le code, tu reviens après une semaine. Dans l'entretemps, il y a des centaines et des centaines d'autres contributeurs qui ont contribué sur le projet. Et quand tu reviens comme ça, tu trouves déjà qu'il y a, c'est pas, ta branche, elle est en retard de 100 commits. Et peut-être ce que tu avais déjà compris au début, tu seras perdu, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être consistant pour maximiser vos chances d'avoir une meilleure réputation dans des projets open source. Il faut engager avec la communauté, comme je vous ai dit, participer au forum, participer à leurs meetups, à être capable aussi de... Il y a des discussions, la plupart d'entre eux, ils ont des Discords, tu peux aller dans les Discords, être actif, voir si tu peux aider les gens de la communauté là-bas et tout ça. Et aussi, la conséquence directe de ta consistency, c'est que tu peux expand tes rôles. Ce qui est sûr d'abord, c'est que tu vas gagner en termes de skills, mais aussi dans le projet, tu peux avoir plus de responsabilités. Tu peux quitter un développeur, un contributor à la dernière ligne. Tu peux monter et devenir un maintainer. Déjà, en étant maintainer, ça veut dire que ça devient presque un boulot pour toi parce que tu dois être là à chaque fois à faire les reviews des autres PRs, à vérifier les issues qui sont créés dans la plateforme, à, à peut-être à faire des releases du projet s'il y a un truc comme ça dans le projet. Donc, tu peux monter en rôle et peut-être passer de maintenant et entrer dans les core team du projet. La plupart des projets open source sont founded. Ça veut dire il y a des gens qui sponsorisent les projets open source. Et quand tu entres dans la catégorie des core team members, en général, tu auras aussi un salaire. Et ça peut même devenir ça peut devenir ta source de revenus principale quand tu es déjà un core member d'un projet. Imaginez, tu deviens core member d'un projet comme Node.js. Là, c'est assuré, c'est un boulot full-time. Et vous voyez,
Ce sont des possibilités si vous êtes consistant et que vous participez à la communauté. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va faire une partie pratique. Je pense que j'ai la partie théorique, vraiment, je pense que j'ai parcouru le plus important. Je ne sais pas si vous avez des questions en attendant, avant qu'on puisse passer à quelque chose d'autre. Euh, vous êtes là? J'espère que je suis pas seul. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Yeah. So, je voulais savoir si vous avez des questions so far, s'il y a des éclaircissements qu'on peut donner avant de voir une partie un peu pratique. Oui, je ne vois pas quelque chose en chat, mais si quelqu'un a une question, priez de la poser. Yeah. Ou bien, on peut faire ça on fly. Si vous avez une question dans le chat, laissez ça dans le chat, comme ça je peux revenir de temps à autre. Oui. Alors, on va voir pratiquement comment faire. Et pour faire ça de manière vraiment interactive, je vais prendre quelqu'un, un volontaire dans le chat, dans le code, un volontaire qui est prêt à contribuer dans des projets open source. On va l'aider à trouver un projet, on va aussi l'aider à trouver un issue et tout ça. Un truc vraiment un peu interactif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire qu'on peut utiliser comme exemple, comme cobaye? Yeah, ok. Ça va, on va prendre Amani. Super. Amani, on va voir. Déjà, il y a des outils, comme je vous ai dit, il y a des plateformes qui vous permettent de trouver des projets open source. Par exemple, ici, ça, c'est une communauté qu'on appelle OSC Africa. C'est la communauté Open Source Africa. Et si vous voyez sur leur website, il y a des ressources, par exemple, les Useful Tools. J'aime beaucoup ces trucs ici, Awesome Open Source. Dans ce projet, sur ces sites web ici, c'est un site web, il n'y a pas beaucoup le UI n'est pas top. Mais vous pouvez déjà voir, vous pouvez filtrer, par exemple, je sais que Amani, c'est un développeur Angular. Ok. Si on va sur le projet Angular JX, on peut filtrer en fonction des projets Angular, Angular, même juste Angular ici. Hein. 17. Angular 17, c'est où? Ah, c'est ça. J'ai vu quelque Ok. chose Yeah. Et seulement en faisant ce filtre, je peux voir toute une série de projets open source avec leur description. Il y a le nombre de stars qu'ils ont. Et ce site n'est pas très interactif. Je vois, il faut quand même cliquer sur le lien, genre Oui, Angular, Hyperclient, HTTP Client, ou ouais, bien un c'est truc comme pas ça. ça. Mais j'ai un autre truc qui est vraiment que j'ai découvert récemment. C'est celui-ci. Ça s'appelle Coin, SH. Mhm, Et ce projet ici, on va juste faire comme l'autre fois. L'avantage de ce truc ici, c'est que ça te montre les statistiques, comme par oui, exemple, oui. il y a le nombre de stars, le nombre de issues, par exemple, il y a le nombre de stars. Tu peux voir un truc du genre, je vais voir, si par exemple tu cliques sur ces trucs, ça c'est le projet Mhm, Angular lui-même, on va aussi te montrer des statistiques comme les reply rates. Hmm. mhm, D'ici déjà, si je vois déjà, c'est un très bon projet. Ça veut dire que si tu poses une question dans ce projet, tu as 85% de chances d'être répondu par quelqu'un, ce qui est vraiment bien. Il y a aussi les response time. Ça, c'est la moyenne des réponses du temps que ça prend pour qu'on puisse te répondre mhm. sur un issue. Ce sont Ouais, ouais. des métiers très importants parce qu'il y a des fois des projets qui sont vraiment comme des ghosts. Tu arrives dedans, il n'y a pas de mainteneurs, il n'y a pas de trucs. Mais il y a pas, les gens ne sont pas actifs et tu peux passer des heures en train de trouver des issues et puis au final, tu auras perdu du temps. Oui. Alors,
Il y a aussi c'est que l'autre, ces sites web ici, il va vous montrer aussi les niveaux. Tu vois ici les trucs. Il y a des projets entry levels, des mid levels and expert levels. So, pour Try something for mid-level. mid level, okay. Yes. Let's see if we have something mid level. Yeah. Ici, nous avons du mid level, Angular, UI UI. grid. Unfortunately, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de issues ici. Ah, il y en a. Yeah. Leur site ici montre des fausses statistiques. Il y a 700 issues. On va aller sur ces sites, sur ce GitHub. Let's see, on va aller ici. Yep. Nous sommes sur le repository et vous allez voir, c'est comme Coin nous a dit. Coin nous a dit que c'est un site qui est mid-level. Ça veut dire que c'est bon pour get started with. Yes. Je vais aller sur les issues et puis on va voir, il y a tout un tas de labels, right? Yep. On peut voir Good First, par exemple. Si vous êtes vraiment, si c'est la première fois que vous contribuez sur un projet, je vous conseille vraiment de toujours voir les projets, les issues qui sont du type Good First Issues. Parce que là, on suppose que ça va vous prendre moins de temps. Et aussi, ce sont des issues qui vous permettent de voir, de comprendre la structure du projet. Genre. On peut voir, par exemple, ce truc, Exception Raised by UI Grids. Et par exemple, celui-ci, je ne vous recommande pas de. Si un issue est encore très nouveau, par exemple, non, celui-ci, ça va. Mais si c'est un issue, par exemple, qui a été ouvert quelques heures avant, c'est pas intéressant d'aller sur ça parce que peut-être que la discussion est toujours en cours et peut-être c'est pas vraiment un issue. Ça peut arriver que quelqu'un a ouvert un issue alors que peut-être c'est lui qui n'avait pas bien compris la documentation. Oui. Donc c'est toujours mieux d'avoir un issue qui a déjà peut-être quelques semaines et voir. Et déjà, si on voit par exemple dans ces repositories, Lettre de réponse. c'était UI grid. UI grid, il est où? Je ne le vois pas. UI grid, Angular, UI grid, I don't see it. Je voulais voir les response time, mais c'était vraiment un response qui... Les reply rates, il est de 0%, je comprends. Là, je pense que c'est un problème avec leur site. Des fois, ça bug. Which is weird. Yeah. Malheureusement, ce projet, ce n'est pas un projet open source. On pouvait facilement contribuer en ouvrant un issue ici. Ça, c'est clairement. Malheureusement, eux ne sont pas open source, je pense pas. Ouais, Qui n'est pas open source mais travaille dans open source? C'est bizarre. Par exemple, GitHub n'est pas open source depuis que Microsoft, ils ont pris ça. Ouais, il y a beaucoup de paradoxes comme ça, mais bon, on va pas... Yes. Donc, par exemple, cet issue ici, on peut donner à Manu un devoir d'aller fixer ça. Yes. What is this exception raised by grids? Grid plugin, scratch the log by console. Et Aman, il va nous faire un feedback peut-être, parce qu'on ne peut pas faire ça vraiment en live ici, ça peut prendre beaucoup de temps, parce qu'il faut d'abord faire le setup du projet en local et tout ça. Ça va prendre, même si c'est un good first issue, si tu n'as pas un setup de ça en local, ça peut être compliqué. Ça, c'est un bon exemple d'un projet. Vous voyez que, par exemple, ici, les derniers replies, c'était en février. C'est pas top, mais il y a mieux. On peut trouver mieux, je pense. Par exemple, un mid project, voyons. Prenons par exemple celui-ci. Et puis, ça sera quand même deux activités. Et si tu vas dans ce projet, déjà, en allant sur les issues, tu peux voir que c'est un projet qui est quand même maintenu. Et ça fait des semaines qu'il y a cet issue. Tu peux voir les PRs aussi. C'est ça ce que je disais sur assessing projects if. C'est très important. Et je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple
d'un mauvais projet. Ça, c'est un bon projet parce que tu vois, c'est quand même maintenu. Il y a il y a de l'activité et tu peux voir que les PR sont closed, par exemple. Oh, this one is a little bit old. C'est très important. Ça, moi, par exemple, celui-ci, je ne prendrai pas. Je trouve que l'activité n'est pas vraiment au top. Peut-être voir quelque chose d'autre, genre, essayons de voir Flitter, avec tu Node.js. cherches avec Flitter ou Node.js. Voilà. Cool. Let's see, Flutter. Ok. Il y a des projets, par exemple celui-ci. Ouais. Ici, il y a. Ça, c'est très bon. Le response time, c'est très. Ça, c'est normal. En général, si c'est un projet qui est grand, c'est normal de voir des heures. On ne va pas te répondre genre à l'immédiat. Ça peut prendre vraiment des temps. 15 heures, c'est normal. Ce qui me ferait peur, ça serait de voir un projet avec un response time de, par exemple, 2 semaines. Ça, c'est 2 un red semaines. flag. Ça, c'est beaucoup. Et par exemple, ça, c'est un exemple. On peut essayer de voir ici des issues. Et déjà, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de PRs, ce qui est un très bon signe. Et on peut voir déjà que euh, il y a eu un issue qui a été ouvert il y a 2 jours. Vous voyez, ça, c'est un projet qui est en très bonne santé. Et si vous voyez aussi les PRs, vous allez voir qu'il y a un PR qui a été ouvert seulement hier, tu vois. Ça, c'est un projet qui est attractif et personnellement, je pouvais mettre du temps dedans si j'étais un développeur Flutter. Et puis, on va aussi voir s'il y a des good first issues. Il y en a. Et puis, tu vois, il y a des good first issues. Et parmi ces good first issues, tu peux voir ce qui te tente. Il y a, par exemple, il faut toujours voir les labels. Ça, c'est un bug. Ça, c'est aussi un bug, mais qui est mineur. Par exemple, ça, c'est bien. Par exemple, pour quelqu'un qui a de l'expérience, il peut prendre ça. L'avantage avec les good first issues, ils vont vous permettre de faire le setup du projet et aussi de comprendre comment est-ce que le projet est structuré. Vous savez, tous les projets ne sont pas structurés de la même façon et c'est toujours mieux de prendre un certain temps. Par exemple, moi, je vous ai dit pour Nest, j'avais contribué quelques temps dans Nest Framework et ça m'a pris, par exemple, presque un mois pour juste comprendre la structure du projet, tellement c'était complexe et c'était aussi un projet qui a été maintenu pendant beaucoup d'années. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre seulement la structure du projet. Et vous n'avez pas Et eu accès au Generative AI. ce truc-là, c'est bien dans les sens où, tu vois, le truc, c'est que tu peux pas copier les projets des Nest dans ChatGPT et lui dire, explique-moi comment ça marche. C'est, Non, maintenant, avec Gemini, on peut avoir l'accès à 1 million de tokens pour uploader ces. Et ça, c'est ça prend juste 30 000. 1 million de tokens, c'est 30 000 lignes de code. Et ça, yeah. mais avec Maintenant, Nest.js, ce c'est qu'on ça. peut faire, ça, j'ai jamais essayé, mais on peut juste prendre la structure du projet. Genre, tu peux prendre la structure du projet, donner ça à Gemini et lui demander, par exemple, Oui, d'expliquer un peu comment le comment ça projet est marche. structuré. C'est un truc qui peut se faire. Moi, j'ai Oui. jamais essayé, mais c'est un truc, je pense que ça peut se faire. Mhm. Euh, mais c'est vraiment bien de commencer avec des petits issues comme ça. Tu te familiarises avec le projet et aussi avec la santé du projet. Et avec les premiers issues comme ça, tu, tu as l'opportunité de, de, de- comment est-ce qu'on peut dire? D'interagir avec les gens, avec les maintaineurs, avec les core members. Mhm. Ça crée déjà une certaine relation. Euh, Ces deux, c'était des bons exemples. Tout ça ici sont des bons exemples, mais plus celui-ci, le dernier ici, je trouve que c'est vraiment un très bon projet open source. Et une fois vous avez déjà eu, une fois que vous avez le feeling que c'est un bon projet, c'est toujours bien de venir ici et voir est-ce qu'il y a il doit y avoir quelque part ici les codes of conduct, conduct, ici. Readme. Il y a dans le README, c'est sûr qu'il y a un truc qui parle euh, de comment est-ce qu'il faut contribuer sur le projet.
Ah, ok, yeah. Read more, par exemple, ici. Ici, on vous explique comment est-ce que tu peux, si tu es perdu, on te donne des ressources. Et ça, c'est bien vraiment. Je trouve que même leur README, ça suffit. Tu n'as pas même besoin des codes de conduite. Mais dans la plupart des projets, vous allez voir aussi, il y a les codes of conduct, il y a aussi les, les contribution guidelines. Certains, si vous voyez très bien ces commits ici, vous allez voir qu'il y a une certaine structure qu'ils essaient de respecter. Et c'est très important de savoir quelle est leur contribution guideline pour que tu puisses aussi venir participer dans le projet. Je vais maintenant vous montrer un exemple d'un projet, des projets qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas perdre le temps dedans. Euh, je vais faire un exemple simple, ce projet ici. C'est un projet JavaScript, TypeScript. J'avais pris mon temps, vous voyez, j'ai pris mon temps d'écrire tout ça pour suggérer, c'est un library que j'utilisais pour moquer les objets pour les tests. Et j'avais appris de l'un de leurs, parce que c'est une boîte où je connaissais des gens qui travaillent dans cette boîte, j'avais appris de l'un de leurs qu'ils voulaient faire la version 3. Et on avait même eu un call, ce qui est bizarre, on avait fait un call avec eux. Et j'ai partagé mes idées sur ça et tout ça, ce que je pense, et comment est-ce qu'ils peuvent améliorer les projets et tout. Et ça fait combien de temps? Ça fait depuis février. Depuis février. Il n'y a même pas de réaction, genre. Pourtant, j'ai tagué, c'est bien. Et finalement, quand tu vois le truc, quand tu rentres maintenant si j'avais fait un bon assessment de la santé du projet, j'allais facilement voir que ce projet, par exemple, il n'y a pas eu d'issue depuis décembre 2023, il n'y a pas d'issue, par exemple. Et côté PRs, des PRs qu'il y a, ce sont des PRs générés par des bots. Donc, vous voyez, c'est Oh, pas un projet qui est maintenu, genre. Normalement, yes. je ne devrais pas perdre mon temps ici. Je n'aurais pas dû perdre mon temps. C'est clairement une perte de temps. Par contre, il y a d'autres projets bien maintenus. Par exemple, qui, des projets qui sont bien maintenus. Je vais voir un autre exemple de notre projet open source, par exemple ça. Ça, c'est un projet qui est... Ils veulent faire un framework full stack avec un JavaScript framework. Un full stack framework JavaScript. Et par exemple, ici, j'avais seulement ouvert une discussion et directement, genre, le même jour, le type ici, c'est lui les core team members, celui qui a créé ces repos. Directement, il a répondu et on a discuté et ils ont fixé ce qu'ils devaient fixer. Tu vois, ce genre de projet, c'est bien. Et tu vois, ça, c'est une contribution. Même si j'ai pas fait ça, c'est pas un code que j'ai fait, j'ai pas fait des PR, j'ai pas fait des issues, mais ça compte comme une contribution aussi. Et pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières de contribuer dans un projet open source. Ah, On va aussi prendre un autre exemple, par exemple, de cette framework de Nest. Voyons juste les contributions des PRs closed, et puis documentation. Ouais, par exemple ici, euh, voyons, ok. Par exemple, ça, le monsieur, il a seulement fixé ça. Ouais. Juste changer les liens et we call it a contribution. Et ça ne demande même pas d'être un génie. C'est juste si tu vas dans le site, peut-être que tu étais sur le site de Nest, tu étais en train d'essayer de lire, et puis tu as cliqué sur un lien, ça n'a pas marché. Et tu t'es décidé, par exemple, d'ouvrir un issue, et puis tu as aussi fait un fixe pour ça. Ça, c'est une contribution. C'est un exemple. Il y a aussi la manière de trouver des issues comme ça, c'est bien. Mais moi, je trouve que la meilleure façon de trouver un issue, c'est de contribuer dans des projets que vous utilisez au quotidien. mhm, Euh, Par exemple, tu peux être en train de faire un truc sur Firebase mhm. et
La documentation, par exemple, te dit, si tu fais ceci, tu peux avoir un objet qui a tel paramètre. Tu peux avoir, par exemple, si tu fais cet appel sur les serveurs, tu vas avoir un callback et l'objet qui va venir avec, ça sera un objet qui a, par exemple, les data, response, Mhm. success, de suite. Mais, par exemple, en faisant la même chose qui est dans la documentation, tu trouves que la réponse que les serveurs te donnent, c'est une réponse qui est différente. Dans ce Yes. cas-là, c'est une contribution que tu peux aller demander. Et si c'est si c'est un framework que tu utilises régulièrement, il y a vraiment moyen que tu puisses contribuer à ces projets-là. Par exemple, si tu vis par exemple, moi, je fais beaucoup de Nest. Mhm. Les premières contributions que j'ai fait dans Nest, c'était vraiment des trucs parce que moi, j'utilise ça. Un Mhm. exemple simple d'un issue. Je pense que c'est pas encore fixé. Passé. Par exemple, cet issue ici, c'est un issue que j'ai découvert juste en utilisant le framework. J'ai trouvé qu'il y avait un problème. Genre, les expected behavior, c'est pas ce que j'ai trouvé. Et ça, c'est clairement un issue. Je suis venu, j'ai créé un issue, j'ai donné. Quand tu crées un issue, seulement, il faut être précis et donner toutes les informations nécessaires pour que celui qui va lire ça puisse, puisse comprendre comment faire ça. Donc, c'est aussi une manière de contribuer dans un projet open source. Ça, c'est un issue. J'ai pas fait il n'y a pas de PR. C'est juste en utilisant le framework, j'ai constaté que quelque chose ne marchait pas comme prévu. Et j'ai ouvert un PR. Et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment un truc, je pense que c'est ça ce que je voulais montrer. Comment est-ce que tu peux trouver un projet open source? Tu peux utiliser ces plateformes comme celui-ci. J'aime pas leur UI, mais ça marche. Tu peux trouver des trucs, par exemple, tu peux trouver des trucs sur React, tu peux trouver des projets sur Arduino, ainsi de suite. Tu peux taper ici le nom d'un projet que tu connais et tu peux trouver des open source. Ici, il y a plus de 3 millions de projets, par exemple. Tu peux utiliser aussi ces trucs, j'aime ça. Quine. C'est, je pense qu'ils ne sont pas, ça fait pas il n'y a pas longtemps qu'ils sont là. Ils m'avaient contacté récemment et ce qu'ils disent, c'est qu'ils promettent de te payer sur tes contributions open source. Parce qu'ils ont un leaderboard, par exemple ça. Si tu as de la réputation ici, tu peux être payé en fonction de tes contributions que tu as fait. J'ai jamais essayé ça, mais c'est un truc qui est prometteur. Si vous comptez vivre de l'open source, vous pouvez essayer ces trucs ici. Et l'avantage, c'est que ça te donne tous ces stats ici, que l'autre site là ne te donne pas. Tu peux directement voir, avant même de cliquer sur le lien, tu peux voir déjà les statistiques comme les temps moyens pour une réponse, le nombre des issues qui sont ouverts, le nombre des contributeurs, le nombre de nouveaux contributeurs aussi. Ça montre que le projet euh, est, est maintenu. Voilà. Mhm. Et quand tu as trouvé ton projet, la prochaine étape, c'est de trouver les issues qu'il te faut. On a parlé des good first issues, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des issues du type core. Il y a les documentations. Par exemple, les documentations, c'est généralement des issues qui nécessitent juste d'échanger peut-être un lien dans la documentation, peut-être changer une couleur qui ne marche pas dans la documentation. Généralement, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et être aussi actif dans la communauté pour être au courant de l'évolution du projet. Parce que tu peux te réveiller un jour, au lendemain, tu te réveilles, le projet, là, c'est pas autant de commits. Et le projet peut changer d'un jour à l'autre. Si tu n'es pas actif, tu n'es pas consistant, tu risques juste de perdre du temps. Et Yes. l'avantage maintenant, pour finir avec ma présentation, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais like applying on jobs, c'est devenu vraiment, c'est devenu un enfer, franchement. Yes. Faut pas vous cacher, ça fait quand même quelques années que je suis dans le monde du remote, mais aujourd'hui, les jobs en remote, c'est devenu un peu casse-tête. Uh, the fact is,
il y a beaucoup de signes qu'on a layoff dans les années 2023-2022. Il y a eu beaucoup de Yes. layoffs. Beaucoup de boîtes ont cherché des gens. Et tous ces gens-là sont sur le marché. Genre, si tu applies avec quelqu'un qui vient de Google, quelle est ta chance pour que tu... Par exemple. Alors, la manière vraiment que je trouve, que je recommande à tout le monde, et c'est une manière que, moi personnellement, mon boulot actuel, je l'avais eu comme ça. Euh, il y a des boîtes qui ont des offres. Par exemple, prenons même ces trucs ici, Grafana, par exemple. Si tu veux travailler chez Grafana, par exemple, euh, ils ont beaucoup de projets open source, beaucoup de projets. Et ils ont même des projets dans beaucoup de langages que vous connaissez. Et ils engagent, cette boîte ici, ils engagent régulièrement. C'est un exemple juste un exemple. Mais beaucoup de boîtes, ils ont des projets open source. Au lieu de, tu peux passer par l'application normale, tu vas passer les interviews et tout ça. Mais si tu viens dans un interview avec un PR que tu avais fixé dans l'un de leurs projets, ça te donne clairement un poids de plus. Et c'est une technique que vous pouvez utiliser pour maximiser vos chances de gagner du travail. Surtout dans un monde, dans l'environnement actuel où c'est vraiment saturé. Si tu veux travailler chez Grafana et que tu fais du TypeScript, tu peux juste aller là-bas et voir des projets TypeScript. Yep. Juste faire le même Il y a processus. aussi Kotlin, je vois. Ouais, ils ont vraiment, ces trucs ici, ces gens ici, ils ont beaucoup de projets open source. Ils ont dans presque tous les langages. Et tu peux même voir que c'est des projets qui sont maintenus. Par exemple, celui-ci, il a été maintenu il y a 2 heures. Et ils ont plus de 32 issues. C'est un bon projet. Yep. Si tu te sens capable de fixer ça, tu peux voir les issues qu'il y a ici, prendre ton temps, s'il y a des good first issues, voir s'il y en a, s'il n'y en a pas dans ce plan. Mais par exemple, s'il y a des bugs, par exemple celui-ci, et que tu te sens capable de fixer ça, tu fixes ça et tu attaches ça dans ta covalette, par exemple. Je te Yes. garantis que c'est un plus si tu veux appeler dans une boîte comme ça. Et vraiment, presque toutes les boîtes, par exemple, là où je travaille, euh, tu peux aller ici dans leur GitHub UTA. Je pense qu'ils ont un GitHub. UTA, c'est une université. Non, c'est une boîte. Ça s'appelle United Talent Agency. Je pense qu'il y a, c'est ça. Ils vont me demander de me connecter. Je ne vais pas me connecter. Mais je pense que si vous allez dans leur truc, dans leur GitHub, moi c'est parce que je suis dans l'organisation, c'est pourquoi ils me demandent de me connecter. Mais si vous allez dans leur GitHub, ils ont des projets open source. Ils ont aussi des projets open source. Ah, voilà. Non, ils ont des projets open source. Et si vous voulez travailler avec eux, c'est une très grande boîte. Ils ont plus de 300 développeurs. Ils engagent. Il y a toujours des gens qui partent et des gens qui entrent. Et si vous voulez travailler chez eux, vous pouvez juste aller voir là-bas. Et beaucoup de boîtes, en tout cas. Ils ont des projets open source. Et non seulement ça sera tu ne seras pas en train de perdre du temps, mais aussi tu maximises aussi ta chance dans le job searching. Donc, voilà. Vous Alors, avez il y a une question dans le chat. non, oui, de Luis. Il y a pour contribuer, comme je vous ai dit, ça ne demande pas vraiment des expériences énormes. Je vous ai montré l'exemple de ce monsieur-là qui avait seulement changé les liens dans une documentation. Ça ne demande pas, pratiquement, ça ne demande pas des connaissances techniques. Mais à un niveau, plus tu contribues dans ces projets-là, bien sûr, tu vas commencer avec des good first issues, mais plus tu contribues dans ces projets-là, plus tu vas commencer à comprendre les projets, parce qu'il ne faut pas oublier que l'expérience, ça vient avec le temps. Et comme je dis toujours, tu peux avoir quelqu'un qui a fait 10 ans dans React, il est senior dans React, mais si tu le mets dans Next, par exemple, même Next, un truc, la porte d'à côté, il n'est pas, ça va te demander du temps pour qu'il s'adapte. Donc, si tu y mets de la consistency, tu peux, euh, au bout d'un certain temps, imagine tu travailles dans un projet open source pendant 6 mois, tous les jours. C'est sûr que tu vas commencer, tu vas plus continuer à faire des good first issues. Tu vas commencer à faire aussi des autres issues avec le temps. Donc,
c'est toujours comme ça, je vous recommande de vraiment commencer petit avec des good first issues, avec des documentations. Comprenez les codes base, soyez capable de faire un setup du projet en local et avec le temps, vous serez capable de contribuer à des issues qui sont un peu plus complexes. Yes. Merci beaucoup, Pacifique. Je, je crois qu'il y a d'autres questions. Veuillez vous manifester si vous avez votre question ou les déposer dans les chats. Mais c'était vraiment une très belle présentation. Dis-moi aussi, j'ai une question seulement de curiosité. Parce que vous avez mentionné que vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez mentionné que votre première contribution, c'était sur le framework Nest. Et je me demande à quel niveau vous vous êtes senti, bon, comme l'a dit Moussole, à quel niveau de confidence vous vous êtes senti vraiment capable à contribuer à un si grand framework comme Nest? Personnellement, je dirais que non, Nest n'était pas mon premier open source, by the way. C'est le plus récent, like Big Project. Mais moi, j'avais commencé avec l'open source. Je connaissais même pas que c'était open source. Ouais. Je savais même pas ces termes-là. Mais c'était à l'époque où je pense en 2020. Je sais pas si vous vous rappelez, Google organisait des trucs là, les Google Developer School, Scholarship, quelque Mix. chose. Mhm. Il y avait, c'était comme des bootcamps, un truc comme ça. Et Yes. il y avait un repository, une organisation qui s'appelait, je me rappelle plus du nom. Let's see if I can get it. C'est là où j'avais commencé moi personnellement. Mais pour répondre à ta question concernant Nest, euh, comme j'ai dit, c'est un framework que j'utilise beaucoup et, et j'ai écrit un livre sur ça, tu vois. Donc, je, la confiance est venue comme ça. D'abord, dans Mhm. le sens où j'aime le framework et c'est un truc Mhm. que j'utilise presque tous les jours. Et j'ai fait juste un tour sur le, sur leur GitHub et j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 issues que je pouvais faire et j'ai contribué à ça. Et il y a même certains de mes PRs qui ne sont pas encore merged jusqu'à là. C'est ça aussi l'inconvénient de contribuer dans des très grands projets. C'est Mhm. qu'il y a beaucoup, genre, à moins que ta contribution ne soit vraiment très pertinente, Yes. ton, tu risques d'avoir un PR qui va faire des mois dans la ligne, on the queue, sans être merge. Et ça, j'ai vu ça. Du coup, aujourd'hui, je me suis décidé de me focaliser sur des petits projets open source où tu peux facilement voir ton impact. Euh, je dirais que c'est ça, la réponse. Mhm. Voilà, merci beaucoup. Je crois que les autres ont des questions. Je crois que c'est excitant pour tout le monde et ça devient tellement critique pour le moment d'avoir quelques contributions en open source ou quelques contributions communautaires pour vraiment avoir quelques avantages et to be stand out for the others when you're applying for, you know. Um, je crois que vous avez des questions. Posez-les, David, Accent, et si vous avez des questions, peut-être que des questions de curiosité, Ardent, c'est le moment de poser votre question dans les chats ou soit adressez-la directement à Monsieur Pacifique pour répondre. Nous avons encore quelques minutes, genre 5 minutes comme ça avant de nous quitter. Don't be shy, guys. Ardent, Ardent a mentionné qu'il aimerait contribuer en Flitter. Donc, Euh, bizarrement, je vois plus de messages sur le chat. Je sais pas si j'ai Ardent, mis. veuillez poser votre question si ce sont des questions de peut-être de curiosité ou je sais pas. Vous avez la parole, Ardent.
Allô, vous m'entendez? Yes. Yes. J'avais juste une petite question pour Monsieur Pacifique. J'imagine que ça, monsieur est très occupé, il a déjà un job, mais comment est-ce qu'il arrive à mixer les deux, genre travailler pour le job et en même temps faire des recherches sur GitHub, trouver de projets open source et y contribuer à temps plein, comme il a dit, juste pour savoir comment il s'y prend, quoi. Sa gestion de temps, en quelque sorte. Yeah. Yeah. Merci pour la question. Déjà, je ne le fais pas vraiment full-time. Je ne le fais pas full-time, mais le fait est que je suis peut-être dans une situation un peu particulière parce que le travail que je fais aujourd'hui, ça va faire peut-être 2 ans que je suis dedans. Et mon travail n'est plus trop de coder. Je passe genre 6 heures de la journée dans l'école. Du coup, j'utilise des open source pour genre me remotiver à coder, quoi. Et aussi, du fait que j'ai beaucoup de temps et je travaille dans un horaire qui est un horaire des États-Unis, généralement, j'ai les avant-midi pour, euh, pour travailler sur d'autres choses. Ça peut être sur les livres, sur des articles ou sur des open source. Donc, généralement, je commence à travailler à 16 heures et tout l'avant-midi, tu vois, j'ai tous ces temps-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah oui, vous avez bien répondu. Donc, tout dépend de l'horaire du travail et comment vous organisez le temps, quoi, tout simplement. Ouais, exactement. Mais si il y a quelques années, j'étais quand même dans une autre situation. Et comment est-ce que je faisais? J'utilisais les samedis et les dimanches pour faire ça. Mais aujourd'hui, je préfère avoir aussi une vie. Donc, les samedis, dimanches, je ne cause plus. Et donc, si je n'ai pas le temps durant durant la semaine, je ne vais pas le faire. Mais si vous avez vraiment beaucoup de temps, je vous conseillerais de prendre le samedi et le dimanche pour ce genre de trucs. Même 2 heures par jour, je pense que c'est suffisant. Juste si vous concentrez sur un seul projet. Euh, il y a une question d'Emsol, vous pouvez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Ouais, 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, merci Pacifique pour, pour la présentation. J'avais un projet complexe. Genre, ce sont des projets où recevoir les retours, tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, pour à la problématique que tu as évoquée, du genre les marchés d'emploi aujourd'hui, est-ce que, par exemple, euh, on ne peut pas, on ne peut pas créer un projet qu'on est open source et appeler, faire participer d'autres développeurs parce que selon ce que j'ai remarqué, il y a quoi? Cette, comment on appelle on a, je ne sais pas si c'est de contribuer ou soit d'entreprendre quelque chose, contribuer à un projet open source d'envergure. Est-ce que le fait de contribuer à un problème, on a appelé, on a fait participer d'autres développeurs, par exemple, locaux pour ces projets, que ces projets, voilà, ça permet d'être actif dans le monde open source. Est-ce que ça ne peut pas aussi, avoir de l'impact sur le marché d'emploi ou voilà, quelque chose d'autre? Ouais, je pense que c'est un truc que vous pouvez faire, même en petite communauté. Mais moi, je conseille toujours aux gens avant d'ouvrir un projet au public, open source, vous allez voir que la plupart des projets commencent d'abord en closed source. Pourquoi? Parce que les projets au début ne sont pas matures. Tu ne peux pas venir et donner ça au monde comme ça.
il faut déjà que l'équipe qui travaille sur ça puisse déjà travailler sur ça, que les projets soient un peu matures avant d'ouvrir ça au public, parce que la plupart des gens, si c'est quelqu'un qui est expert, qui veut contribuer à ton projet open source, il va voir d'abord la pertinence du projet. Personne n'a besoin de passer du temps sur un projet qui ne sera jamais utilisé par 10 personnes, par exemple. Et Yes. si c'est juste un projet genre éducatif, c'est aussi possible. C'est mieux de les labels comme ça, c'est un projet éducatif. On sait que c'est pour l'éducation, c'est pas pour un projet, c'est pas pour un but commercial ou bien quoi. Ça n'a pas une vocation à être un grand projet. Donc moi, je te conseillerais de faire d'abord ça en close source et puis ouvrir ça au monde. Parce que quand tu ouvres un projet au monde, c'est pas seulement les projets que tu vends, c'est toi aussi que tu vends. Et quand quelqu'un va venir voir, et c'est ça l'avantage des open source, c'est que tout le monde peut voir ce que tu as tapé comme code. Et si ce n'est pas du code mature, ça peut te desservir au lieu de te servir. C'est pourquoi je te conseillerais d'abord d'attendre une certaine maturité du projet avant d'ouvrir ça. En tout cas, tous les projets ont fait ça. Au début, le projet, c'est juste peut-être quelques 5 ou 3 amis veulent s'amuser à faire du Java. Et puis, à un moment, vous vous rendez compte que mais ces trucs peuvent faire un truc, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. On se décide d'ouvrir ça aux autres. Mais à ce moment où vous décidez d'ouvrir ça, just be sure that the project is mature. Like, c'est pas un projet, c'est pas un, c'est pas un projet à butoto, à mchezo. Yes. Parce que ça risque de vous desservir au lieu de vous servir. Mais si c'est un projet mature, je crois que oui, ça peut vous servir. Je me rappelle qu'il y a quelques années, les Congo Developers Group, ils avaient un projet open source qui s'appelait Kisano, là, je pense. C'était un projet très mature, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de maintenanciers. Et c'est ça le problème. Si un projet n'a pas de maintenanciers, le projet va mourir. Donc, si tu décides d'ouvrir ça au public et que tu as un certain nombre de gars qui seront des maintenanciers, ça va devenir presque comme un boulot pour vous. Alors, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à prendre cette responsabilité parce que surtout en tant que mainteneur, c'est vraiment comme un travail. Donc, il faut vraiment mesurer tout ça. Mais ça peut servir. En bref. Ok, merci beaucoup. Peut-être une petite question pour finir. Est-ce que pour lancer votre projet en open source, l'écriture des tests est cruciale? Genre tout type de tests, les unit tests, les end-to-end testing, tous les genres. So, est-ce que c'est crucial? De ce que j'ai vu, non. Parce que j'ai vu même des grands projets. Celui que je vous ai montré là, les frameworks là, full stack de JavaScript. Ils ont commencé, il n'y avait pas de tests, mais c'est maintenant qu'ils sont en train d'écrire des tests. Et les tests sont parmi les contributions les plus faciles que tout le monde peut faire. Donc, c'est un truc simple. Mais je pense que ça ne demande pas d'avoir un truc qui est déjà solide, qui est fin prêt. Si vous ouvrez ça au public, c'est pour que les gens puissent venir contribuer. Ça veut dire que les projets, on ne s'attend pas que les projets soient déjà un produit fini, quoi. Yep. Vraiment, merci beaucoup pour votre temps. C'était vraiment une très belle présentation et j'estime qu'il y a d'autres merveilles à venir. Et je vous remercie particulièrement, je remercie particulièrement l'orateur du jour. Je remercie à tout le monde d'avoir pris le temps d'y participer. Et ainsi, on va devoir vraiment clore la réunion d'aujourd'hui. Et je dis vraiment merci à tout le monde. Bon week-end à tous ou bonne nuit. Ça dépend de là où vous êtes. On se retrouve les samedis prochains pour la prochaine session. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.